croyez que c'est ça qui est... occidental. Attends, tu crois que les gens sont vraiment très... Ce qui les concerne, c'est le Tibet. Il y a des droits de l'homme ailleurs. Non, mais il me laisse pas parler. Le problème des droits de l'homme, il ne se pose pas que là-bas. Pourquoi là, on s'énerve plus que d'habitude? Et on en parle à l'occasion des Jeux Olympiques. Et là, on peut se montrer plus sensible qu'ailleurs. C'est parce qu'on a envie de punir la Chine. Il y a un problème et il faut voir pourquoi. Je crois que personne ne veut punir la Chine. Si. Je voudrais tout simplement savoir pourquoi on a truqué les photos. Essayez de parler, s'il vous plaît, mes chers collègues. Allez-y. Moi, je crois que la Chine est un pays incontournable aujourd'hui sur le plan mondial et que le dialogue avec la Chine, la collaboration avec la Chine est fondamentale. Et ça, c'est évident que la Chine a un rôle fondamental même pour garantir la paix et tout ça. Et c'est évident aussi que ceux qui font la comparaison avec Berlin 36 disent une bêtise. La Chine d'aujourd'hui n'est pas l'État hitlérien qui menaçait le reste du monde. Mais, ceci dit, on ne peut pas jouer avec le sujet des droits humains comme si c'était un détail de l'actualité politique internationale. C'est quelque chose de sérieux et la façon où vous en parlez est la façon d'un détail. Qu'est-ce qu'on fait au Soudan? Qu'est-ce qu'on fait au Darfour? Ça n'intéresse personne. Mais si, on a parlé l'actualité, celle des Jeux Olympiques avec la flamme qui a traversé Paris. La Chine risque d'être la grande puissance de demain. La Chine risque demain d'être la plus grande puissance du monde. Et le monde a le droit de s'inquiéter des droits de l'homme dans ce pays. Voilà, s'il vous plaît, je vais mettre un terme, Marie-Roger, je vais mettre un terme, s'il vous plaît, à cet échange. Je vais mettre un terme à cet échange, nous aurons l'occasion d'en reparler, puisque les 4 mois qui viennent risquent d'être riches en matière de débat sur les droits de l'homme. Peut-être plus la flamme d'ailleurs, et pendant les Jeux Olympiques, y aura-t-il boycott ou non, comme on l'envisage, de la cérémonie d'ouverture par un certain nombre de dirigeants de ce monde. Je vous montrerai un dessin de Dilemme, qui va sans doute pas vous faire forcément sourire. Il revisite lui aussi, comme Reporters sans frontières, voyez, le sigle olympique. La répression continue au Tibet, nous dit-il, avec ce dessin. On en arrive aux autres temps forts de l'actualité. C'est une véritable préoccupation à travers le monde, un sujet d'inquiétude bien réel, celui de l'alimentation. On peut parler, dans quelques pays, évidemment les plus pauvres, actuellement, de véritables émeutes de la faim. Le FMI s'est réuni pour tenter de trouver une solution, de débloquer des fonds, bref, de venir en aide à un certain nombre de ces pays, les plus pauvres de la planète. On voit ici la réunion autour de Dominique Strauss-Kahn. Et on va regarder quelques-unes qui nous montrent un problème bien réel. Par exemple, Haïti, vie chère, réveil du peuple. Vous voyez ici des photos d'émeutes de la faim, avec ces voitures embrasées. Dans la Süddeutsche Zeitung, Haïti a faim, titre notre confrère allemand. Aux États-Unis, émeutes en Égypte et en Haïti contre la hausse des prix, où il y a vraiment eu des émeutes très marquées, très fortes. Al-Hayat, journal en arabe international, des milliers de manifestants au Yémen. Vous voyez la liste des pays qui s'allonge. On peut encore parler de la Côte d'Ivoire. Flambée des prix, une menace mondiale sur les céréales notamment. Et puis la presse du Canada, anglophone, Canada National Post, la nouvelle faim. Le Venezuela également, avec une une consacrée à l'alimentation en danger sur la planète. On voit ici Ultima Noticias. La Libre Belgique, en Europe donc, avec cette photo d'un pain que des enfants s'arrachent, prix en hausse, famine en vue. Dans la presse du Golfe également, le monde découvre le nouveau visage de la faim. Dans la presse asiatique, Asia News, ici, Rice Price Rises, qu'on a traduit le prix du riz grossit, en effet, ce qui crée un véritable danger pour ces populations. Alors, problème bien réel, on parlait il y a un instant de la flamme, sur la question des droits de l'homme. Autre problème, Marie-Roger, vous le disiez, il y a d'autres problèmes de par le monde, il y a en tout cas au moins celui-là. Émeute de la faim en Afrique, on peut l'envisager, ça existe déjà? Voilà, c'est ça, et ça c'est un problème de droit de l'humain. Ouais. On a le droit de manger. C'en est un aussi, mais c'est pas, si je puis dire fromage ou dessert, les deux sont des problèmes humains. D'accord. Non, je crois que le fait qu'on insiste sur le caractère international, mondial de la crise tend à exonérer certains gouvernements. Parce qu'il y a à la fois des phénomènes internationaux qui sont dus à des problèmes, genre les Américains qui utilisent par endroit 30% de la capacité à produire, ou à 30%
du maïs produit pour faire du biocarburant, etc. Ça, c'est autant qui est soustrait au marché de l'alimentation, etc., etc. Le prix du pétrole qui a augmenté, Alors, etc. Mais ces émeutes sont dirigées contre qui? Contre les dirigeants, ou c'est une situation, j'allais dire naturelle, qui fait que les récoltes ont été moins bonnes? Les dirigeants, quand même. On fait des manifestations contre quelqu'un, généralement. Contre les dirigeants, parce qu'ils sont responsables du bien-être de leur population. Et en ce qui concerne l'Afrique, il y a plusieurs situations. Il y a des pays comme le Burkina Faso, où c'est des pays enclavés, avec très peu de ressources, et qui importent beaucoup de ce qu'ils mangent, le riz, etc. C'est normal qu'il y ait des crises fortes. Et on voit que c'est un pays où les dirigeants essaient de gérer la situation, et vous allez voir, et il y a des pays comme le Cameroun, par contre, qui ne devraient pas être dans cette situation parce qu'ils ont la capacité de produire, etc. Mais la machine économique s'est dégradée. On a laissé la machine économique se dégrader. L'agriculture, on l'a laissé tomber. Si bien qu'on produit beaucoup moins et on se trouve dans des situations d'étranglement. Et juste une phrase de José Bové. Je crois que pour les pays africains, on est dans une situation où on peut produire ce qu'on mange et manger ce qu'on produit. Ça fait longtemps qu'on a fait ce diagnostic, mais on n'a pas pris les mesures nécessaires pour y arriver. En Asie, on voit quelques pays frappés aussi. La Chine, on en parlait à l'instant, est parvenue pour l'essentiel à l'autosubsistance alimentaire de sa population, à nourrir 1 milliard de personnes. Heureusement, c'est une contribution, il faut dire, parce que la Chine a connu dans son histoire... Bien sûr, des grandes famines. Des grandes famines, et on a encore... la mémoire des périodes de 1960 aux environs. C'était même des famines provoquées, organisées par le pouvoir pour certaines d'entre elles. C'est tout ce que disent les historiens. Je ne pense pas. Si, non, parce qu'on a profité, on a profité tout ça. Mais du coup, la Chine fait très très attention à des stocks de céréales. Bon, maintenant, les prix montent, le prix de la viande, le prix des céréales. Mais le gouvernement, heureusement qu'on a un Premier ministre qui a une formation agricole. Donc, il est spécialiste et on fait très très attention à nourrir la population correctement. Ces émeutes de la faim... Pardon je peux enchaîner. Vas-y, Alberto. Elle a parfaitement raison de dire que le fait que la Chine soit autosuffisante du point de vue alimentaire est une aide à la communauté internationale. Et dans le discours sur la Chine, il faut intégrer l'ensemble de toute une série de choses qui... Non, mais vous avez eu parfaitement raison, vous aussi. Et pour revenir à la question des céréales, et moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on devrait parler clair à tous ceux qui, en particulier en France, ont théorisé les biocarburants. Parce que rarement j'ai vu une pareille bêtise. Excusez-moi, Philippe Dessien. Quand on théorise l'utilisation de certains produits de la terre et de la nature, et des céréales en particulier, pour produire de l'essence plutôt que pour nourrir des populations, ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne marche pas aujourd'hui dans la tête de quelqu'un et en général de l'économie internationale. Non, mais ça, c'est partie des recherches nécessaires pour une énergie propre. Mais on se rend compte que c'est peut-être une erreur de le faire à si grande échelle, alors que la priorité, c'est de nourrir les populations. Christian Rioux. Oui, même dans des pays comme le Sénégal, on s'est lancé sur les biocarburants. Le Brésil nourrit sa population. Le Sénégal. On va écouter Christian, si vous voulez bien. Écoutez, c'est une crise compliquée parce que c'est pas une crise de l'offre. C'est-à-dire que l'offre alimentaire continue à augmenter. À chaque année, elle a augmenté, je crois, l'an dernier de 2,5% ou 3%, et elle augmente de façon importante. Depuis 10-15 ans, l'offre alimentaire augmente. On assiste à quoi? On assiste à une offre de la demande. C'est-à-dire que les rations alimentaires aujourd'hui dans des pays comme la Chine, dans des pays comme l'Inde, se rapprochent de rations alimentaires